Salut chers monsieur et dames, à 19h30 GMT dans ce studio, c'est l'heure du journal. Au sommaire de l'édition de ce soir, le Gabon et le Ghana s'ajoutent dans la liste des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et de nombreuses personnes restent introuvables suite au naufrage d'un bateau en partance à des funérailles. Mais les recherches continuent dans l'archipel de Zanzibar. Mesdames et messieurs, ne zappez surtout pas, retrouvons-nous juste derrière cet élément pour le développement de ce journal. Bonsoir, c'est en mars 2021 qu'un incendie avait ravagé de nombreux bidonvilles au Nigeria. Hier, encore mercredi, l'une des plus grandes scieries de Lagos était en proie aux flammes. Reportage d'Africa News. Près de 100 personnes enlevées par les groupes armés dans le nord-ouest du Nigeria ces 2 derniers mois ont pu être délivrées par la police de Zamfara. Suite à leur libération, les victimes ont été emmenées à Gusau, dans la capitale. Cette opération intervient quelques jours après la libération de 21 écoliers par les forces de sécurité. La police a précisé que les otages avaient été sauvés sans condition lundi au cours d'une opération de sécurité dans les camps des groupes armés qui se situent dans les villages isolés du nord-ouest et le centre du pays. Ces victimes avaient pour la plupart été enlevées près de chez elles ou le long des routes dans les états de Zamfara et Sokoto. Ces derniers mois, les bandits ont enlevé de plus en plus de voyageurs sur les grands axes routiers et ciblent davantage les écoles pour kidnapper les élèves. Pour échapper aux autorités, les bandits établissent des camps dans la forêt de Rougou, à cheval entre les états de Zamfara, Kaduna, Katsina et Niger. Pour mettre un terme aux pratiques des hommes armés, les autorités multiplient les amnisties, les opérations militaires et n'hésitent pas à couper le réseau mobile. Goodluck Jonathan est arrivé dimanche au Mali. C'était en avance d'une réunion des chefs d'État ouest-africains qui examinera le calendrier proposé aux autorités locales au Mali en vue de rendre le pouvoir aux civils. Un reportage d'Africa News une fois encore. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, est arrivé à Bamako. Une courte visite durant laquelle il devrait rencontrer l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, pour lui transmettre un message de la part des dirigeants de la CEDEAO. Car dans quelques jours doit se tenir à Accra au Ghana une réunion cruciale des chefs d'État ouest-africains au sujet du Mali, réunion au cours de laquelle ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités militaires maliennes pour rendre le pouvoir aux civils. La date initialement prévue était celle du 27 février, mais le Mali a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de respecter cet engagement et souhaite prolonger cette transition vers un pouvoir civil jusqu'à 5 ans maximum. Un délai jugé inacceptable pour la CEDEAO, les dirigeants de l'organisation ouest-africaine devront décider dimanche de la réponse à apporter à ce calendrier, qui pourrait s'étendre jusqu'à fin 2026. Souvenons-nous qu'un rapport sur la capture de l'État avait été proposé à l'ère Zuma pour avoir laissé la corruption faire son nid à la tête de l'État. Et combien sont ces Sud-Africains qui souhaitent voir ces responsables jugés? Un reportage d'Africa News une fois encore. Des poursuites vont-elles réellement être engagées ou encore des sanctions vont-elles être prises à l'encontre des présumés coupables cités dans le rapport sur la corruption en Afrique du Sud? Autant de questions qui restent encore en suspens, surtout que le président Cyril Ramaphosa s'est gardé de commenter le document et promis de se donner le temps avec son gouvernement d'étudier toutes les parties du rapport. Aussi faut-il noter que le juge à l'origine du rapport, Raymond Zondo, doit livrer les 2e et 3e parties avant la fin du mois de janvier ou février. Ce qui donne du temps au chef de l'État sud-africain qui est attendu sur cette question cruciale de la corruption dans son pays. Nombreux sont les Sud-Africains qui espèrent que les responsables de ces actes seront jugés. On se souvient qu'un rapport sur la capture de l'État avait été proposé par l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, sous l'ère Jacob Zuma. Depuis, l'ancien président accusé d'avoir laissé la corruption s'installer dans son pays s'était vu chasser du pouvoir avant la fin de son mandat. Je vous le disais en titre à ce journal que le Gabon et le Ghana sont les 2 pays africains qui viennent d'intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les présidents Macky Sall et Ramaphosa regrettent il y a quelques jours qu'aucun pays africain ne fait membre permanent. Reportage.
5 nouveaux pays siègent désormais au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. 2 pays africains, le Gabon et le Ghana, mais aussi l'Albanie, les Émirats arabes unis et le Brésil. Le Conseil de sécurité compte 15 membres, donc 5 permanents. Le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, ainsi que 10 membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. La plupart des questions à l'ordre du jour au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Pourtant, le continent y est sous-représenté. L'Union africaine soutient l'idée d'une réforme pour une meilleure représentation. C'est aussi le cas des présidents sénégalais Macky Sall et sud-africain Cyril Ramaphosa. Renvoyés en Éthiopie au bout d'un an de recherche d'emploi vaine, des immigrants tigréens de retour au pays ont en majorité été victimes d'un profilage ethnique. Regardez plutôt ce reportage. Les autorités éthiopiennes accusées d'avoir illégalement emprisonné et violenté des Tigréens expulsés d'Arabie Saoudite. Renvoyés en Éthiopie au bout d'un an de recherche d'emploi vaine, ces immigrants éthiopiens de retour au pays ont pour la plupart d'entre eux été victimes d'un profilage ethnique. Une violation des droits de l'homme, confirmée par le rapport de Human Rights Watch, publié ce mercredi alors que le Tigré, région dissidente de l'Éthiopie, est toujours le théâtre d'un conflit depuis novembre 2020. Human Rights Watch a interviewé des Tigréens expulsés d'Arabie Saoudite entre décembre 2020 et septembre 2021, période au cours de laquelle des dizaines de milliers de migrants ont été renvoyés en Éthiopie dans le cadre d'un accord entre les deux pays. Dans la région du Tigré, le blocus qui empêche les médicaments et autres fournitures vitales d'atteindre les hôpitaux sinistrés rend impossible le travail des médecins de la région. Des patients meurent inutilement de maladies traitables à cause de ces pénuries. L'accès au Tigré est toujours limité pour les médias. Ces informations livrées par des médecins sur place ne peuvent être vérifiées de manière indépendante pour le moment. Des milliers de personnes sont mortes dans la guerre qui dure depuis 14 mois en Éthiopie et certaines parties du Tigré connaissent la famine. De nombreuses personnes restent introuvables suite au naufrage d'un bateau qui se rendait à des funérailles sur l'archipel de Zanzibar. Reportage. Un naufrage survenu dans l'océan Indien endeuille l'archipel de Zanzibar. Un bateau qui transportait des personnes se rendant à des funérailles s'est renversé mardi. 15 personnes ont été secourues, mais de nombreux autres restent introuvables. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants de ce naufrage. Pour l'heure, les autorités tentent de comprendre les causes de ce drame qui aurait fait au moins 10 morts. Le nombre de passagers à bord n'était pas spécifié, faute de manifeste. Le bateau aurait connu un problème mécanique alors qu'il transportait des passagers depuis Shakespeare sur l'île de Pemba. Il devait accoster sur l'îlot de Kisiwa Panza. Le président Hussein Mouyi a adressé ses condoléances aux familles et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a également adressé ses condoléances après ce terrible drame. La justice égyptienne avait estimé les charges insuffisantes sur le crash du Boeing 737 de la compagnie Flash Airlines. 148 passagers, donc 137 Français, y avaient péri. Reportage. L'ancien dirigeant de la compagnie égyptienne Flash Airlines a été mis en examen après le crash du Boeing 737 au large de l'Égypte en 2004. Mardi, une source judiciaire a indiqué aux médias Le Parisien que Mohamed Nour, ancien patron de la compagnie aérienne, avait été visé par cette décision du juge en décembre dernier. Le 3 janvier 2004, un Boeing 737 de la compagnie Flash Airlines s'est écrasé en mer Rouge au large de Sharm el-Sheikh 3 minutes après son décollage. Le crash avait causé la mort de 148 passagers, dont 134 Français. Une enquête avait été ouverte à l'époque, mais l'affaire avait été classée sans suite. La justice ayant estimé que les charges étaient insuffisantes. Sur les 17 ans que ça dure, 18 ans, il a fallu que nous nous débrouillions tout seuls pour faire notre deuil. L'avion était piloté par un pilote qui n'avait pas ses heures de vol, qui n'avait pas la formation nécessaire, que l'équipage n'était pas équilibré de manière à pouvoir corriger les erreurs du commandant de bord, que l'avion était en mauvais état, que l'équipage était surmené, que
la plupart des règles de base de la sécurité aérienne avaient été violées. Les familles des victimes avaient elles-mêmes mandaté des experts qui avaient mis le doigt sur tous les acteurs de cette catastrophe. Les preuves avaient été rassemblées dans un rapport publié en 2007. La Cour d'appel de Paris avait ordonné de nouvelles investigations en 2019. Avec cette mise en examen, les familles espèrent enfin pouvoir assister à un procès. En France, le pass vaccinal passe au premier cap. L'Assemblée nationale a finalement adopté ce jeudi le projet de loi transformant le pass sanitaire au pass vaccinal. Julien Boiteau. C'est un vote qui aura été pour le moins houleux. Tout commence lundi soir. Les bancs de la majorité sont en partie désertés. Alors l'opposition en profite pour voter la suspension des travaux. Elle juge le texte trop important pour en débattre la nuit. Le lendemain, à la reprise, colère noire du Premier ministre. Que pensent nos concitoyens de ces facéties? Croyez-vous qu'ils rehaussent le débat public? Que pensent, mesdames et messieurs les députés, nos soignants engagés, qui eux ne s'arrêtent pas à minuit, comme vous l'avez souhaité voter? C'est purement irresponsable. Le soir même, nouvelle tempête à l'Assemblée nationale et nouvelle suspension de séance. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies. Les députés s'enflamment suite aux propos du président de la République qui dit vouloir emmerder les non-vaccinés, notamment via l'instauration de ce nouveau pass. L'opposition dénonce des mots insultants. Il est garant de la cohésion nationale. Et il a oublié cela, et en faisant cela, il commet non seulement une faute politique, mais une faute morale. Un texte finalement voté, mais qui a pris du retard sur son examen au Sénat. Selon le nouveau calendrier proposé au président de la Chambre haute, le texte devrait être examiné en commission lundi prochain, avant un examen en séance publique les 2 jours suivants. Mais si le Sénat modifie le texte, il devra alors revenir une nouvelle fois devant l'Assemblée nationale. Un orphelinat à Yaoundé a bénéficié d'un appui multiforme en début de semaine. Cérémonie courue par notre collaboratrice à Yaoundé, Anne-Marie Pout. Visite à la Fondation FACT, chose promise, chose due. C'était ce mercredi 4 janvier 2022 au quartier Corneille à Yaoundé que les jeunes de l'association QUEM ont rendu visite aux orphelins de la Fondation FACT suivant une promesse faite il y a quelques semaines. Nous sommes encore là ce soir pour accompagner l'événement, le QUEM Gala. Avec la force du Seigneur, nous avons pu honorer cette invitation. Les petits orphelins parés pour la circonstance ont reçu des mains de leurs généreux visiteurs des kits alimentaires et bien d'autres choses. La fondatrice Maman Suzanne Liep n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude face à cet élan de générosité. Mot d'encouragement pour les initiatives des jeunes. Je suis très émue. Pour ces jeunes, leur sponsor, c'est plutôt le sentiment d'un devoir accompli. Et ce qui nous a motivés à accompagner l'association QUEM, c'est le fait d'avoir des jeunes motivés, des jeunes qui ont le souci de leurs petits frères. L'association QUEM, qui est une association des jeunes, espère faire mieux et pour d'autres enfants dans les années à venir, car ce n'est que le début d'une longue aventure, d'après les dires du promoteur. Les 3 et 4 janvier dernier s'est tenue la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du MINTES. Une cérémonie présidée par son ministre Grégoire Owouna, en présence de notre reporter, une fois encore Anne-Marie Pout. C'était du 2 au 3 janvier 2022 à l'amphithéâtre de l'École nationale de l'administration et de magistrature à Yaoundé au Cameroun que se sont tenus les travaux annuels des services centraux et déconcentrés du ministère du Travail et de la Sécurité sociale présidés par Grégoire Owouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Des travaux qui ont été marqués par la remise des médailles. Un sentiment de joie et beaucoup de gratitude. Une gratitude spéciale au chef de l'État pour cette distinction honorifique. La conférence annuelle fait le bilan de l'année 2021. Vous-même, vous avez suivi le ministre du Travail social dans son discours d'ouverture. Cette réunion avait pour objectif d'établir le bilan de l'année écoulée et de partir sur de nouvelles bases pour l'année en cours. Parmi ces résolutions, il était question pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale d'inciter ses collaborateurs à plus de détermination et d'ardeur au travail, entre autres. Les résolutions que nous avons prises, il s'agit ici de prérequis essentiels dans l'optique d'une performance accrue dans le sous-secteur travail et sécurité sociale.
faut les ajouter à tous les principes et règles déjà consacrés par le texte qui organise le fonctionnement de l'État et qui encadre le service public, notamment le statut général de la fonction. Les travaux qui se sont tenus pendant 2 jours ont permis aux différents participants de noter les déficits et les manquements observés au cours de l'année écoulée pour y remédier. Des travaux qui se sont terminés sur une note de convivialité où le ministre Grégoire Rona a interpellé les uns et les autres au strict respect des mesures barrières. En sport football, la CAF a décidé qu'une jauge de 60 à 80% des capacités normales des stades doit être observée à condition d'être vacciné ou disposer d'un test antigénique négatif au Covid-19. C'était depuis quelques semaines la grosse inconnue avant la fête du football africain au Cameroun. Les spectateurs, combien seront-ils autorisés dans les stades? La CAF a statué après avoir consulté les autorités camerounaises. Une jauge de 60 à 80% des capacités normales des stades doit être observée. Pour une capacité de 60 000 places comme le stade Olymbe où se jouera le match d'ouverture dimanche, environ 48 000 amoureux du ballon rond auront une place dans le stade à condition d'être vaccinés ou disposer d'un test antigénique négatif. Toutes ces restrictions auraient été prises pour répondre à la menace du variant Omicron. Certaines équipes ont rapporté déjà des cas positifs au Covid-19. Dans l'équipe du Sénégal, favorite du tournoi, 3 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 et 6 membres du personnel d'encadrement. Le retour aux affaires du général Semengue et la cagnotte du vainqueur de la Coupe de l'élite One, c'est le menu de la rencontre Fecafoot et les présidents de club d'élite cette semaine. Aurélien Benassine, ce reportage. 25 équipes reparties dans 2 poules participeront à la saison 2022 en Elite One et 2. Une saison dont l'ouverture est programmée le 21 février prochain. Résolution forte de la rencontre entre les présidents de club et la Fecafoot le 4 janvier dernier à Tinga. Dans la même foulée, une subvention de 20 millions de francs CFA sera octroyée au club de l'Elite One, pendant que ceux de l'Elite 2 percevront 10 millions de francs CFA en plus des équipements. Pour cette saison, le vainqueur de la Coupe du Cameroun repartira avec la cagnotte de 50 millions de francs CFA. À retenir aussi du conclave de Tinga, la réhabilitation de la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, qui devra s'occuper de l'organisation du championnat. Ainsi sont posées les bases de la prochaine saison de football en Elite 1 et 2, au grand bonheur des joueurs, heureux de retrouver les stades après plusieurs mois de disette. Fin de ce journal. Demain 19h30, retrouvons-nous pour la dernière édition de l'information sur Hope Africa Télévision au compte de cette semaine. D'ici à là, si vous êtes à table, je vous souhaite de passer un très bon appétit. Demain 19h30, au revoir.